Merci. Je pense qu'à ce moment de la journée, on va commencer, malheureusement ou heureusement, à répéter des choses qu'on a tous plus ou moins dites depuis ce matin. Je pense que la prochaine conférence que je m'apprête à prononcer va reprendre un certain nombre d'éléments qui nous ont été proposés, mais en faisant varier légèrement le prisme avec un regard un peu différent. Donc c'est une bonne répétition juste avant la pause café. Jules Aupert, né en Allemagne, est arrivé très jeune en France. Il avait 22 ans. Il s'est fait peu à peu une place dans le petit milieu des orientalistes de la seconde moitié du XIXe siècle, jusqu'à occuper les places les plus en vue du cursus honorum académique, une chaire au Collège de France et un fauteuil à l'Académie, des inscriptions et belles-lettres. Son premier fait d'armes pour le compte de la France fut sa participation à l'expédition de Mésopotamie et de Médie de Fulgence Fresnel, dont il tira la substance des premiers travaux qui devaient le mener au sommet de sa carrière. Tout cela est bien connu de vous, et d'autant mieux après les présentations des orateurs qui se sont succédés à ce pupitre dans la première partie de cette journée. Mais Jules Aupert, une fois français et de retour de sa mission en Asie, ne fut jamais casanier. Toujours curieux des sources documentaires et des méthodes d'analyse nouvelles qui apparaissaient dans les universités européennes, il a passé une grande partie de sa carrière sur les routes et peut-être sur la fin dans les trains qui le menaient dans les centres universitaires majeurs de l'Europe de son temps. Il fut à la fois témoin et acteur d'une discipline académique, la syriologie, en cours de constitution, au sein de l'orientalisme en vogue depuis le XVIIIe siècle en Europe. Alors, un historien ou une historienne spécialiste du XIXe siècle aurait été beaucoup plus légitime que moi à traiter de ce sujet. Je songe notamment à Pascal Rabot-Feuerhahn, dont la lecture des travaux a été pour moi très stimulante. Mais puisque c'est à un assyriologue aujourd'hui de se livrer à l'exercice, je voudrais vous exposer les résultats de mes recherches dans 3 axes répondant à la problématique suivante. En quoi Jules Aupert, ce grand voyageur qui noua des contacts à travers toute l'Europe, est-il représentatif de ce second XIXe siècle, un temps où se structurent et s'internationalisent bon nombre de disciplines scientifiques, en particulier les humanités, à l'origine de nos sciences humaines et sociales d'aujourd'hui. Vous le verrez, c'est avec les pièces disjointes d'un puzzle en cours de construction, plus qu'avec une image nette et entière, que je me présente devant vous. Je suis certain que ces pièces éveilleront en vous des remarques ou questions propres à nourrir mes réflexions d'ici à la publication de nos actes. Jules Aupert fut, dès 1848, professeur d'allemand au lycée de Laval, puis de Reims. À sa mort en 1905, il était professeur au Collège de France. C'est une grande chance pour nous, car sa carrière tout entière s'est déroulée au sein d'un seul et même ministère, le ministère de l'Instruction publique, et ce, quel que soit le régime, Deuxième République, Second Empire, puis Troisième République. Les archives du ministère de l'Instruction publique ont toutes été versées aux Archives nationales sous la cote F17. On y trouve 2 dossiers concernant Aupert, le dossier de carrière proprement dit, F17 23 143, auquel je n'ai pas eu le temps d'accéder pour le moment, et le dossier émanant spécifiquement du service des missions, F17 29 95 2, que j'ai pu dépouiller et qui apporte quelques éléments intéressants à mon propos d'aujourd'hui. Ce sera l'objet de ma première partie. Mais Aupert, fondateur avec Léon Drony des Congrès internationaux des orientalistes, est aussi connu pour avoir été un participant actif à presque tous les congrès, de leur création en 1873 à sa mort en 1905. Ces participations l'ont amené à fréquenter toutes les capitales européennes de son temps et à lier de nombreux contacts avec des savants de tous horizons. Ce sera l'objet de ma deuxième partie que je me contenterai de vous résumer, faute de temps. Je vous présenterai enfin tout aussi brièvement quelques hypothèses sur les soutiens dont Aupert a pu bénéficier quand il fut élu comme membre des nombreuses académies des sciences auxquelles il émergeait à travers l'Europe. Pas moins de 9 à ma connaissance, en plus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, y compris dans des villes où il n'avait apparemment jamais mis les pieds. Le dossier Jules Aupert du service des missions du ministère de l'Instruction publique se compose de 5 sous-dossiers. Il renferme en réalité 7 dossiers instruits par les services du ministère pour 7 missions distinctes. On retrouve pour chaque mission le même processus administratif et des pièces de même nature.
Première étape, le futur missionnaire commence par écrire au ministre une lettre motivant sa demande. Celles d'Oppert sont très intéressantes car il ne manque jamais de rappeler sa situation personnelle et les problématiques scientifiques qui sous-tendent sa demande. J'en donnerai une transcription complète dans les actes du colloque. Mon objet n'est pas de vous faire lire toutes ces lettres aujourd'hui, faute de temps. Deuxième étape, le ministre décide s'il faut ou non accorder un ordre de mission, et si la réponse est positive, un arrêté ministériel est pris, rappelant le but de la mission et éventuellement les indemnités accordées au missionnaire pour couvrir ses frais. À chaque étape, le missionnaire est informé par courrier. Le ministre, troisièmement, demande au ministre des Affaires étrangères une lettre de recommandation que le missionnaire remettra aux agents consulaires et diplomatiques français du pays où il se rend. Ce dernier produit généralement la lettre très rapidement et l'envoie à son collègue de l'instruction publique qui la remet au missionnaire. Une fois muni de son arrêté et de sa lettre de recommandation, le missionnaire peut partir. Quatrième et dernière étape, sur place ou à son retour, le missionnaire produit un rapport sur sa mission et les résultats scientifiques qu'il a obtenus sous forme d'une lettre au ministre. J'en donnerai là aussi une transcription en temps voulu. Quelques pièces additionnelles se trouvent dans certains dossiers, réglant le versement des indemnités en une ou plusieurs fois, accompagnées de lettres au banquier du missionnaire ou à d'autres personnes. De même que ce que Brigitte Lyon et Cécile Michel nous ont expliqué tout à l'heure, ce dossier du service des missions des Archives nationales est truffé, mêlé de lettres sur plein d'autres sujets que les missions. Donc je suis assez impatient d'aller voir aussi le dossier de carrière de Jules Oppert, parce que j'ai l'impression que les dossiers ont un peu été mélangés, dissociés, et j'espère combler les lacunes de l'un par rapport aux lacunes de l'autre. On trouve notamment des textes qui ont trait à la publication des travaux au retour de mission, parfois même longtemps après, les relations avec la bibliothèque impériale, etc. Le premier sous-dossier rassemble 18 pièces. À son retour de Mésopotamie en 1854, c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué, Jules Oppert bénéficie du soutien de son ministre, Hippolyte Fortoul, qui tente de lui obtenir un poste à l'école des jeunes de langue, qui forme les élèves droguemans, destinés à la carrière de traducteur dans les ambassades de France en Orient. Nous possédons la réponse de Drouin de Lhuys, ministre des Affaires étrangères, responsable de cette école, qui fait état de 2 demandes de Fortoul en ce sens, dans des lettres datées des 2 et 6 décembre 1854. Il lui fut répondu que seuls les droguemans pouvaient enseigner les langues orientales aux élèves droguemans. Le poste fut donc refusé à Oppert. Mais l'Académie des inscriptions et belles-lettres, dont Fortoul était lui-même membre depuis 1854, veillait elle aussi à l'aboutissement et à la publication des travaux du jeune Oppert. Dans une lettre du secrétaire perpétuel au ministre de l'Instruction publique du 27 mars 1855, accompagnée d'un extrait du procès-verbal de la séance du vendredi 23 mars, la séance juste précédente, l'Académie demande au ministre de l'Instruction publique et au ministre d'État, chargé de la politique de prestige de l'Empire, de favoriser la publication des travaux d'Oppert. Jules Oppert souhaite se rendre en Angleterre afin d'étudier les tablettes cunéiformes issues des fouilles de Ninive, dont le musée britannique a fait l'acquisition, et, selon l'Académie, il faut l'aider. Fort de ce soutien, Jules Oppert envoie 2 lettres au ministre, toutes 2 datées du 18 mai 1855. La première est une demande d'ordre de mission en bonne et due forme. Oppert précise qu'il souhaite accomplir sa mission sur le temps des vacances universitaires. Dans la seconde, il rappelle la motivation scientifique de sa demande et fait appel à la munificence du ministre. Elle est lue et tamponnée par le ministère le lendemain, le 19 mai. Dès lors, tout s'enchaîne rapidement. Les pièces le montrent. Le cabinet du ministre rend un avis favorable le 26 mai. L'arrêté ministériel est signé le 30 mai. Et une lettre est envoyée le jour même à Oppert pour le prévenir de cette réponse favorable. La demande de recommandation est envoyée au ministre des Affaires étrangères le 5 juin, et celui-ci produit sa lettre le 9 juin. Elle est remise à Oppert le 14. Nous avons ensuite une lettre d'Oppert à son ministre, datée du 26 juillet, donc près de 2 mois ensuite. Elle est envoyée depuis Londres, où Oppert s'excuse de ne pas avoir donné de nouvelles plus tôt. Il est à Londres depuis le 20 juin. Il est donc parti très vite. Il a eu la lettre le 14. Le 20, il était déjà à Londres. Et il s'est mis au travail aussitôt.
d'où le peu de temps dont il a disposé pour rendre compte à son ministre. À la fin de la mission, Oppert adresse à Fortoul un premier rapport sur ses résultats dans une longue lettre de 4 pages, datée du 3 octobre 1855. Fortoul, enthousiaste, lui demande le 19 octobre un rapport complémentaire ainsi qu'un tableau général de la chronologie asiatique qu'Oppert affirme être désormais en mesure de produire. Ce sont les premiers écrits d'Oppert qui donneront lieu à ces travaux de chronologie dont Lionel Marty nous a parlé ce matin. La réponse d'Oppert ne tarde pas et le ministre reçoit dès le 21 octobre un rapport détaillé en 5 pages ainsi qu'un tableau chronologique de la chronologie asiatique. Il annonce que tout cela doit être publié prochainement dans son gros travail, le rapport sur l'expédition de Mésopotamie. Le deuxième sous-dossier, qui rassemble 26 pièces, regroupe en réalité 2 missions distinctes qui se sont déroulées toutes deux en 1856. Dans une lettre au ministre Fortoul, datée du 28 janvier 1856, Oppert demande à effectuer une mission dans les villes universitaires des États germaniques, en premier lieu desquelles Berlin et Vienne, afin d'étudier, je cite, « l'organisation de l'enseignement de la philologie comparée et les progrès opérés dans cette science ». Le cabinet du ministre rend un avis favorable le 9 février et l'arrêté est signé le 12. Il s'agit d'un ordre de mission pour 5 mois. On pourrait presque appeler cela aujourd'hui un post-doc. Oppert n'a toujours pas de poste, on lui offre 5 mois de vacances à l'étranger, assorti d'une indemnité de 2000 francs. La lettre de recommandation du ministère des Affaires étrangères est émise le 10 avril. Le 24 avril, Oppert reçoit son passeport. On vous a parlé ce matin de la longue procédure de naturalisation d'Oppert, initiée en 1854. Oppert touchait enfin au but. Il reçut son passeport en avril 1956. Un premier versement de 1000 francs est effectué le 25 avril. Le 18 juin 1856, Oppert écrit à Fortoul depuis Vienne. Il est donc parti. Si la mission a bien duré 5 mois, c'est ce qui est prévu, elle a dû se dérouler entre mai et septembre de l'année 1856. Nous ne possédons pas de rapport détaillé au ministre sur cette mission. Et pour cause, Hippolyte Fortoul est mort le 7 juillet 1856, alors qu'il prenait les eaux à Bad Ems. À son retour en France, Oppert dut donc renouer une relation de confiance avec le nouveau ministre de l'Instruction publique, Gustave Rouland. Il ne tarda pas, et il lui écrivit même depuis Hambourg, où il est encore, en septembre 1856. Il lui explique que Fortoul lui avait promis une chaire à l'école normale pour y enseigner les langues orientales. Fortoul étant mort prématurément, Rouland ne saurait le lui refuser, mais le ministre ne trouva apparemment pas de solution. C'est le 19 octobre 1856 qu'il est question d'une nouvelle mission. Dans une lettre au ministre Rouland, Oppert expose son parcours depuis sa naissance à Hambourg jusqu'à sa mission de 1855 en Angleterre. Il demande à nouveau un poste. Le ministre ajoute une note, en haut à gauche de la première page de la lettre. Examinez s'il est possible, ce que je désire beaucoup, de prolonger pendant quelques mois la mission de M. Oppert. Tâchez de trouver des ressources. On comprend que ces missions de 1855-1856 étaient un moyen de soutenir Oppert, non seulement dans ses activités scientifiques, mais aussi tout simplement dans sa vie quotidienne. Il n'avait toujours pas de poste fixe à Paris, mais on jugeait important en haut lieu de le maintenir dans la position de continuer ses recherches. L'arrêté est signé le 5 novembre. La demande de recommandation du ministre des Affaires étrangères est postée le 7 et la recommandation parvient à Rouland le 10. Il s'agit d'une mission d'études en Allemagne et en Angleterre qui vise à poursuivre l'étude de l'enseignement de la philologie comparée dans ces deux pays. Le rapport sur la mission, s'il est parvenu au ministre, n'est pas conservé dans le dossier. Le troisième sous-dossier rassemble lui aussi les pièces de 2 missions distinctes, en tout 19 documents. Le 1er août 1856, Oppert dépose une demande pour une 4e mission. Rouland, toujours ministre, et les relations entre les deux hommes semblent bonnes.
Oppert souhaite cette fois retourner en Allemagne pour prolonger ses études de philologie comparée. Il est depuis 1857 professeur de sanskrit à l'école des langues de la Bibliothèque impériale, chaire qui sera transformée en chaire de philologie comparée en 1864. C'est à ce titre d'ailleurs qu'il candidatera aussi, comme on l'a vu, sur une chaire au même intitulé et cette même année au Collège de France. C'est ce sujet qui intéresse Jules Oppert le plus, la philologie comparée, et qui motive toutes ses missions entre 1856 et 1860. En 1858, il demande une mission gratuite, ce qui lui est accordé aussitôt. Le ministre a pris soin de souligner de rouge cet aspect de la demande, et il signe l'arrêté le 13 août. Oppert en est immédiatement informé par courrier, et la lettre de demande de recommandation par le ministère des Affaires étrangères part le jour même. Cette recommandation est signée le 19 août, mais Oppert doit attendre le 4 septembre pour en être informé. Je suppose qu'il part dans la foulée, mais nous n'avons pas d'informations concernant le déroulement de cette mission. À nouveau, le 1er juillet 1860, Oppert adresse une lettre de demande d'ordre de mission au ministre pour l'Allemagne et l'Angleterre, cette fois. Il l'envoie au bon soin du directeur de cabinet, accompagné d'une seconde lettre le 2 juillet. L'arrêté ministériel est signé le 12 et une lettre est envoyée à Oppert le jour même pour l'en informer. Dans un post-scriptum à sa lettre au directeur de cabinet, Oppert annonçait qu'il comptait s'absenter pendant toutes les vacances jusqu'en novembre. L'indemnité de 500 francs qui lui est accordée couvrira donc juste les faux frais. Il ne s'agit plus là de l'entretenir, de le faire vivre, mais simplement de payer ses frais de mission. La demande de recommandation part le 10 août et cette dernière est signée le 11. Oppert put partir, mais là non plus, nous n'en savons pas plus. Les deux dernières demandes de mission documentées surviennent beaucoup plus tard dans la carrière de Jules Oppert, alors qu'il est déjà professeur au Collège de France. La première lui est refusée. C'est l'objet du 4e sous-dossier des archives, qui rassemble 6 pièces. Oppert demande à faire partie de la délégation française au Congrès international des orientalistes de Saint-Pétersbourg en 1876. Le ministre d'alors, William Henry Waddington, lui refusa cette position. Waddington était de la même génération qu'Oppert, il avait un an de moins. Il était lui-même archéologue de formation et avait fait en 1860-61 le voyage en Orient, notamment en Syrie. Un concurrent d'Oppert donc. En outre, les documents laissent entrevoir que Charles Scheffer intrigua en coulisses pour écarter Oppert. Scheffer était un vieux loup de l'orientalisme français, né en 1820 et resté professeur de persan à l'école des langues orientales, alors qu'Oppert, son cadet de 5 ans, était entré au Collège de France. C'est lui qui alla finalement représenter la France à Saint-Pétersbourg, accompagné d'un jeune arabisant, Hartwig d'Eurenburg, né en 1844. Si M. et Mme Oppert figurent bien sur la liste des membres souscripteurs du Congrès, on ne trouve aucune trace d'une communication ou d'une intervention de lui dans les débats et les actes du Congrès. Le couple Oppert était absent. La toute dernière mission documentée par les archives du ministère est celle de 1888. C'est le 5e sous-dossier de l'archive qui rassemble 12 pièces. Oppert demanda à représenter le ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts au congrès de l'Association littéraire et artistique de Venise. Sa lettre de candidature est datée du 29 mai, on accuse bonne réception de sa demande le 2 juin, et l'arrêté est signé le 20 juin, en même temps qu'est envoyée une demande d'accréditation au ministère des Affaires étrangères. Mais on perd un peu de temps pendant l'été, il faut qu'Oppert précise la date de son départ pour l'Italie. Faute de quoi, le ministère des Affaires étrangères ne lui donnera pas l'accréditation. Le temps que tout cela se fasse, par échange de courrier, la lettre d'accréditation est finalement signée le 8 septembre, et Oppert part pour Venise. À ce stade de l'étude, il faut se poser la question des lacunes remarquables dans ce dossier. Le dossier de carrière, que je dois encore consulter aux Archives nationales, en comblera peut-être quelques-unes, mais elles sont béantes. Il est bien connu, en effet, qu'Oppert assista à presque tous les congrès internationaux des orientalistes à partir de 1873. Or, on n'en a aucune trace dans les archives du ministère, hormis la mission qui lui a été refusée pour le congrès de Saint-Pétersbourg. Je soupçonne que, à partir de janvier 1974, son nouveau statut de professeur au Collège de France ne rendait plus nécessaire ces ordres de mission du ministère. Tout se décidait directement avec l'administrateur. La demande concernant le congrès de Saint-Pétersbourg en 1876
a pu être motivé, à l'inverse, par un refus de l'administrateur de financer une mission si coûteuse, ce qui fait que Oppert s'est tourné vers le ministre. Quant à la mission de 1888, à Venise, elle visait explicitement à représenter le ministère de l'Instruction publique à un congrès. Il était donc normal que la demande fût adressée directement au ministre. Ses détracteurs ont souvent décrit Oppert comme une personne perpétuellement soucieuse des problèmes d'argent, durant l'expédition de Mésopotamie, puis durant les premières années de sa carrière parisienne. Les réflexes antisémites n'étaient jamais très loin. Je pense au contraire qu'il était en toute bonne foi comptable des crédits qui lui étaient alloués et fidèle à la parole donnée. Au début de sa carrière, quand il n'avait pas de poste lui permettant de vivre dignement, il eut recours à la bienveillance de 2 ministres, Fortoul et Rouland, qui voyaient en lui un jeune savant à protéger. Ses missions à l'étranger, en même temps qu'elles lui permettaient de se constituer un dossier de jeune chercheur, le faisaient vivre au sens propre du terme, en lui assurant un revenu. Dès qu'il eut un poste, à partir de 1857, il cessa de demander de l'argent à la tutelle ministérielle. Les sources se tarissent, sauf exception, à partir de 1860. Je viens d'évoquer les congrès internationaux des orientalistes et c'est l'objet de ma deuxième brève partie. C'est à ce point de l'exposé que je voudrais tout particulièrement renvoyer aux travaux de Pascale Rabot-Feuerhahn. Elle a en effet à 2 reprises fait l'histoire de ces congrès, dans 2 articles parus en 2010 et 2012, plus un 3e annoncé comme apparaître en 2012, mais que je n'ai pas trouvé. Dans l'hommage qu'il lui rend quand il lui succéda au fauteuil de l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1905, Bernard Rossoullier attire en effet notre attention sur un point de la carrière de Jules Oppert. C'est aux congrès internationaux des orientalistes qu'il se montra le plus assidu. À partir de l'année 1873, date du premier congrès qui se tint à Paris, on le vit dans toutes les grandes capitales de l'Europe. Jamais l'Académie des inscriptions n'eut de délégué plus zélé, plus empressé à faire valoir son titre et à le proclamer partout, plus obstiné à se montrer au premier rang. On l'accueillait avec le respect dû aux derniers représentants de l'âge héroïque, on s'inclinait devant le contemporain des Rawlinson et des Hincks, devant le savant à l'esprit pénétrant, devant l'homme à la volonté tenace qui avait triomphé de tant d'obstacles. Jules Oppert ne s'en tenait pas à ces hommages, il se considérait au milieu de ses collègues plus jeunes comme investi d'une fonction, il faisait en quelque sorte la police de l'assyriologie. Il dénonçait les plagiaires ou ceux qu'il prenait pour tels. Surtout, il maintenait ses traductions, ses interprétations, ses opinions. Il eût volontiers accepté comme devise « je maintiendrai ». À ma connaissance, Oppert n'assista pas au congrès de Saint-Pétersbourg de 1876, on vient d'en parler. Il mourut quelques semaines trop tôt pour assister à celui d'Alger en 1905. On le trouve en revanche présent à tous les autres congrès, 12 en tout, et c'est pas moins de 10 voyages supplémentaires à travers l'Europe que Jules Oppert eut l'occasion de faire, rien que pour ces congrès, à partir de 1874 et jusqu'en 1902, sans compter les 2 congrès parisiens de 1873 et 1897. Il se rendit donc à Londres en 1874, Florence en 1978, Berlin en 1981, Leiden en 1983, Vienne en 1986, Stockholm et Christiania, aujourd'hui Oslo, en 1889, Londres à nouveau en 1991, Genève en 1994, Rome en 1999 et Hambourg en 1902. Le dépouillement des actes et comptes rendus de ces congrès est instructif à plus d'un titre. Il montre tout d'abord l'évolution d'Oppert dans le choix de ses sujets et centres d'intérêt au cours de la 2e moitié de sa carrière. En cela, ils sont complémentaires de l'intitulé de ses cours du Collège de France qu'on peut suivre aussi année après année, ce que Dominique Charpin a fait. Et on voit en effet que bien souvent, la conférence proposée au Congrès des orientalistes reprend un travail récent présenté au Collège de France. On a aussi un aperçu de la personnalité d'Oppert, qui a bien conscience d'être le représentant de la syriologie française, sinon européenne. On le ressent à travers ses prises de parole, les remerciements qu'il ne manque jamais d'adresser au nom de la délégation française au comité d'organisation ou au président de séance, ou à l'occasion des toasts échangés durant les banquets qui agrémentent le congrès. Le dépouillement est fait, pour ma part, et les résultats rédigés, je vous en donnerai un aperçu dans la version écrite de cet exposé. Jules Oppert a accédé tardivement à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, en 1881.
élu au fauteuil d'Auguste Mariette. Il en fut vice-président en 1890 et président en 1891. Mais ce n'est pas l'objet de mon exposé d'aujourd'hui. Ce sur quoi je voudrais mettre l'accent, c'est sur son appartenance à de nombreuses académies des sciences en Europe, 9 à ma connaissance, et sur les soutiens dont il a pu bénéficier pour y être élu. J'irai très rapidement sur ce point aussi. Dès 1862, Oppert rentre à l'Académie des sciences de Prusse, à Berlin, comme membre correspondant. Il en fait mention dans sa lettre de candidature adressée au Collège de France en 1864. Il précise que sa candidature à l'Académie a été portée par Albrecht Weber, ainsi que par messieurs Holzhausen et Petermann, sur la base de ses travaux en sanskrit. Il a publié en 1859 une grammaire sanskrite, qui a vu 2 éditions en 3 ans, et il a préparé un dictionnaire de sanskrit en attente de publication. En août 1856, lors de sa mission en Allemagne, il avait été introduit par Alexandre de Humboldt au palais de Sans-Souci. Il rencontra le roi de Prusse, Frédéric Guillaume IV, et lui présenta son plan de Babylone. Cela a pu aider aussi à intégrer la prestigieuse académie. Le 4 mai 1874, Jules Oppert est élu membre associé de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique à Bruxelles. Je n'ai pas trouvé d'explication évidente à cette élection. 1874, c'est l'année qui suit juste le premier congrès international des orientalistes. Il a pu rencontrer d'éminents collègues belges au congrès de Paris. Cela dit, après avoir fait des recherches, je n'ai trouvé aucun des Belges présents à Paris qui aient été eux-mêmes académiciens de l'Académie de Bruxelles. Donc je ne sais pas qui a pu le pousser à cette place. Le 1er juin 1877, Jules Oppert devient académicien honoraire de l'Académie royale d'histoire à Madrid. Pour autant que je sache, les orientalistes espagnols ne sont pas nombreux aux congrès internationaux des orientalistes. La question se pose donc de savoir par quel biais Oppert a pu intégrer l'Académie royale d'Espagne. Il se trouve qu'en 1875, 2 ans avant donc, a eu lieu à Nancy le premier congrès international des américanistes, sous l'impulsion de Léon Drony et de la Société d'ethnographie de Paris, comme pour les congrès des orientalistes donc. Et je me demande si ce n'est pas dans ce contexte que Jules Oppert aurait rencontré ses collègues et confrères espagnols et leur aurait manifesté son intérêt pour l'histoire des Amériques. C'est la première hypothèse que je voulais vous soumettre. En 1876, Jules Oppert fut élu membre correspondant de l'Académie des sciences de Basse-Saxe à Göttingen. Il en devint membre extérieur en 1887. Thomas Gerson nous a expliqué tout à l'heure que la correspondance entre Jules Oppert et l'orientaliste Paul de Lagarde, professeur à Göttingen et membre de cette académie, couvre la période de 1875 à 1890. La question a été abordée pendant la discussion tout à l'heure, et je remercie Thomas pour son éclairage. Je ne m'explique pas l'élection d'Oppert à l'Académie des sciences de Turin en 1889, ni à celle de Munich en 1900. Pour les 3 suivantes, je n'ai même pas pu trouver la date de son entrée, faute d'une base de données en ligne. Oppert fut en effet membre de l'Académie autrichienne des sciences à Vienne, de l'Académie impériale des sciences de Russie à Saint-Pétersbourg et de l'Académie hongroise des sciences à Budapest. Néanmoins, pour cette dernière, j'ai une dernière hypothèse à vous soumettre. Quand eut lieu le schisme entre congrès statutaire et congrès scissionniste après le 9e congrès international des orientalistes, celui de Stockholm et Christiania de 1889, je développerai ce point dans la version écrite de cette conférence et je vous renvoie à nouveau aux travaux de Pascal Rabot-Feuerhahn, Oppert se plaça du côté de Gottlieb Wilhelm Leitner et des statutaires pour organiser depuis Paris le congrès de Londres de 1891. Les scissionnistes organisèrent le leur en 1892, auquel Oppert n'assista pas. Je suppose que c'était à la suite de ces événements que Leitner, qui était né à Pest, dans l'Empire austro-hongrois, et membre de l'Académie de Hongrie, a fait entrer Oppert dans l'Assemblée de Budapest. Quelques mots de conclusion. Je me rendrai dans 2 semaines à la 70e rencontre assyriologique internationale qui se tient cette année à Prague. J'y serai en à peine 2 heures d'avion. Je voudrais pour finir vous rappeler brièvement les conditions de voyage en Europe dans la 2e moitié du XIXe siècle. Les routes étaient bonnes et les voitures à cheval assuraient les liaisons entre les villes à une vitesse approchant les 15 km/h.
Le chemin de fer, apparu dans les années 1830, fit des progrès considérables à partir des années 1850. Mais il faut garder à l'esprit que les trains roulaient au mieux à une quarantaine de kilomètres par heure et que l'interconnexion entre les pays d'Europe n'était pas assurée, chacun répondant à des normes technologiques différentes. Au début des années 1870, on pouvait rallier Berlin ou Vienne depuis Paris en quelques jours. En 1882, la Compagnie internationale des wagons-lits, créée 6 ans plus tôt, lance la ligne Paris-Vienne avec ses wagons de luxe. Devant le succès de cette ligne, l'Orient Express, qui relie Paris à Constantinople, est lancé en 1883. Il fait l'aller-retour entre les deux villes en moins de 2 semaines, avec plusieurs changements. Il fallait prendre un bac pour traverser le Danube. Mais le prix des billets n'était pas à la portée de tous, peut-être même pas d'un professeur au Collège de France. Ce qui est sûr, c'est que Jules Opert, en voyageant comme il l'a fait, était un homme moderne, un homme de son temps. Il n'était plus question du grand tour, comme pour les savants de la Renaissance, mais bien de missions ponctuelles, alliant certainement tourisme, au sens d'aujourd'hui, d'ailleurs Madame Opert était de tous les congrès, obligations professionnelles, une passion immense pour son sujet d'étude et un goût pour la rencontre avec ses collègues. Pour en finir avec la série Points communs et différences, notez que Opert parle l'anglais à Londres, l'allemand, sa langue maternelle, à Berlin et à Hambourg. Il parle le français, sa langue d'adoption, partout ailleurs, comme il était naturel pour un polyglotte dans les congrès internationaux à cette époque. Les temps ont bien changé. Merci pour votre attention.